Il manque encore un peu de monde, mais on va démarrer. Ouais, il n'y a pas de tram, puis il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Euh, Avant de commencer, je voulais juste donner un petit peu l'état d'esprit de ce que nous allons faire aujourd'hui. J'avais pas vu Frédéric, bonjour. Euh, Quand on a préparé la Biennale Art Sciences avec Eliane Sauce, la directrice de l'atelier Art Sciences, euh, ça s'est fait de manière extrêmement rapide par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et à un moment donné, on a vu qu'on avait le chapiteau Wave, qu'on avait Experimenta. C'est un petit peu fort, ça fait un peu Larsen. Euh, et au bout on a vu, on était en train de préparer ce qui s'est passé hier, le World Dream Forum, une espèce de chose un peu volumineuse comme ça. Hier, il y avait dans cette même salle 400 chefs d'entreprise et responsables de collectivités qui ont passé la journée avec Jérémy Rifkin et Navi Radjou. C'était une manière d'explorer d'autres modèles économiques, si on peut dire, d'autres manières de faire. Et on s'est dit donc avec Eliane que c'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas un moment de réflexion sur la question du théâtre, sur la place du théâtre dans toute cette aventure-là. Et finalement, on a, je dirais, entre guillemets, agrégé, mais c'est pas, le mot n'est pas très beau, des personnes qui travaillent avec nous ou vont travailler avec nous, en tout cas qui ont eu la gentillesse de venir passer la journée ou une partie, parce qu'il y en a qui ont par ailleurs d'autres responsabilités qui ne leur permettent pas d'être là tout le temps. Mais en tout cas, c'est une manière de faire le point entre ce que nous avons déjà fait et ce que nous allons faire, et c'est une manière de faire un panorama de notre activité. Donc pour moi, ce colloque, c'est pas un moment où on vient asséner des vérités. On est un petit peu dans l'état d'esprit acteur de curiosité territoriale. Alors vous connaissez peut-être pas tous ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire que on va essayer, avec chacun des intervenants, de trouver un espèce de fil qui fait qu'on n'est pas forcément dans l'espace de certitude, mais que ça va permettre la communication et la connexion avec les autres intervenants et avec vous, pour qu'on ait vraiment une démarche d'exploration ensemble. C'est pour ça que pour certains, on leur a demandé de raccourcir leur intervention. Julie, elle me dit, mais moi en 15 minutes, j'ai besoin de plus de temps. On va essayer de garder ces 15 minutes. Dominique, c'est pareil, parce qu'il voulait en remettre beaucoup plus. Ils ont tous un parcours extrêmement solide. Et effectivement, il y a peut-être une profusion, mais ce qui m'importe, moi, c'est qu'il y ait cette connexion entre les uns et les autres, et puis qu'on voit ce que ça dessine. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je commence. J'ai un petit mot, enfin, un petit texte qui permet de resituer tout ça. Allons-y. Alors, nous sommes au cœur de la 8e. Je vous tourne le dos, je vais. Je sais pas comment faire. Bon, tant pis. Ouais. C'est un peu. Bon, on est dans un espace qui est trop grand pour nous tous, mais bon, voilà, bref. Non, mais je voudrais pas qu'on s'assoupisse petit à petit. Bon. Vous nous réveillerez? Ouais, non, si vous nous réveillerez, c'est-à-dire que s'il y a à un moment donné un mot que quelqu'un ne comprend pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous levez la main, on prendra le temps, voilà. On prendra le temps parce que je pense qu'on a le temps. Enfin, je dis ça, puis tout à l'heure, on va dire on n'a pas le temps.
Alors, nous sommes au cœur de la 8e Biennale Art Sciences, les Rencontres I, un projet qui, plus qu'un simple festival de consommation de spectacles, s'envisage comme un dispositif de résonance des forces du territoire avec les arts vivants. La Biennale est un creuset d'initiatives, de tentatives. C'est souvent le point de départ de nos dispositifs de recherche et de développement en matière d'action culturelle. Ce fut le creuset de l'atelier Art Sciences, celui de l'atelier de l'imaginaire, le lieu d'expérimentation grandeur publique des acteurs de curiosité territoriale, le point d'appui d'Experimenta et le projet Waouh, c'est Waouh, que nous venons de vivre au col du Coq, dans la Chartreuse, dimanche dernier, avec le conseil départemental de l'Isère et le CAUE, et la suite d'une chaîne d'expériences en cours en rapport au grand paysage. La préparation de ce colloque est le signe que nous sommes à l'orée d'une nouvelle aventure, un dispositif axé sur la recherche en sciences humaines avec l'Université Grenoble-Alpes et complémentaire de l'atelier Art Sciences construit avec le CEA et orienté sur les technologies. Ce colloque est le fruit d'une recherche-action en évolution constante. Il participe de l'évolution du projet national et local du futur Centre national Art Sciences. Il procède donc d'une démarche itérative, exploratoire, incertaine, mais déterminée. Il n'est pas un temps de communication de certitude, il est un des éléments de notre processus de recherche ancré dans l'action. Je l'envisage, comme je vous le disais tout à l'heure, comme un parcours d'acteur de curiosité territoriale. Son intérêt réside dans ce que chacun met en jeu. Excusez-moi. J'affirme depuis de nombreuses années la nécessité pour nos métiers des arts et de la culture de refonder nos raisons d'être, de remettre en phase nos espérances, nos prétentions avec le champ politique, avec le champ social. La crise depuis 2008 a révélé les fragilités de nos activités, que ce soit une soumission plus grande de la recherche scientifique aux finalités du marché ou un délitement toujours plus grand de l'économie du spectacle vivant. Et cela ne fait que commencer. Les économies, entre guillemets, demandées au secteur public, devant continuer, voire même s'aggraver, j'ai appris ça avant-hier, devant continuer à nous assommer dans les années à venir en oubliant le cercle vertueux de l'investissement public dans la recherche et dans la culture. La relative bonne santé de l'Hexagone, ça va, on va bien, ne me fait pas oublier la fragilité des équipes artistiques avec qui nous travaillons. L'attaque de lieux emblématiques à l'échelle nationale, les baisses de crédits dans presque toutes les communes de France, c'est à une remise en cause du système scientifique, culturel et artistique français que nous assistons aujourd'hui. Aussi, de toutes parts, émergent des initiatives qui tentent de réaffirmer nos ancrages, qui cherchent de nouveaux arguments à opposer au rouleau compresseur de l'économisme, aux idéologies noires, au populisme de droite ou de gauche. Et c'est heureux, mais nous ne pourrons pas refonder nos activités si nous ne les nourrissons pas des recherches qui articulent compréhension de l'humain, connaissance des dynamiques d'individuation psychique et collective, connaissance de nos relations aux technologies, capacité à vivre le territoire et la mondialisation. Nous ne pourrons les refonder si nous ne remettons pas en cause les divisions qui ont, dans la grande tradition disciplinaire, séparé des secteurs qui doivent pourtant travailler ensemble. Nous ne pourrons pas les refonder si nous ne développons pas les imaginaires adaptés à notre temps. Ces initiatives de réaffirmation proviennent de partout. Des spectateurs. Il y a des groupes de spectateurs qui sont en train de s'associer pour écrire des textes sur qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui. Du monde politique de terrain, c'est la même chose. Des syndicats d'employés, des artistes, jusqu'aux syndicats d'employeurs du spectacle qui, y compris à l'échelle européenne, travaillent à une campagne de revitalisation de nos positions. Soyez attentifs, il devrait dans les semaines, les mois à venir sortir une campagne de Pearl. Pearl, c'est un groupement d'employeurs du spectacle européen. Même chose du côté de l'IETM, qui est une fédération mondiale d'acteurs artistiques. Et évidemment, du côté plutôt national, le Syndéa qui est dans cette démarche aujourd'hui. Je parle de cela parce que je ne voudrais pas faire penser que ce que nous pouvons construire dans les différentes expériences que nous menons se fait dans le bocal fermé du plateau ou du laboratoire.
Permettre l'émergence de nos activités passe nécessairement par la prise en compte des politiques européennes comme par l'accompagnement des politiques locales. Et il est urgent de retisser les liens de l'art et de la culture avec le monde administratif et technopolitique. On a complètement perdu ce lien. Tout ce qui est en train de se passer dans les communes, les réactions des élus, la perte pied de la relation avec ce que nous faisons, c'est vraiment le signe qu'on ne sait plus communiquer avec ce monde-là. Et pour cela, il nous faut reconstruire la pensée de notre activité. S'interroger sur ce que c'est que faire théâtre au XXIe siècle, c'est tenter d'éclaircir et de comprendre les enjeux qui se posent au spectacle vivant. Ça, c'est un texte que vous avez, c'est issu du texte que vous avez, qui se pose au spectacle vivant à un moment où sa matière et son sujet sont pris dans les mouvements de mutation à grande échelle. Sa matière, les techniques qu'il mobilise, les corps qu'il incarne, les attentions auxquelles il s'adresse, les imaginaires qu'il coproduit et son sujet, l'humain et le monde, sont remodelés par les mutations sociales, technologiques et environnementales, environnement social, écologique, culturel, médiatique. Et ça, je laisserai à Yves parler de cette question du médiatique, parce que quand on dit médiatique, hier, si j'avais parlé de médiatique, les gens auraient compris autre chose que ce que tu entends par médiatique. Cette interrogation s'inscrit dès lors dans un mouvement large de recherche. Ce colloque ne se penchera pas sur la recherche en matière théâtrale au sens strict. Chaque artiste développe sa propre recherche. Ce qui en sera le fil conducteur, c'est bien en quoi la relation du théâtre avec les sciences et technologies dessine de nouvelles manières de raconter, porte de nouveaux récits. Cette recherche est conçue comme intermédiale. Ça, c'est un mot que Julie Valero m'a appris il y a quelques mois. Parce qu'avant on disait d'autres mots, mais je préfère celui-ci. Donc intermédial, notamment par les usages du numérique, une même démarche artistique peut s'exprimer à travers des médias différents. Donc elle est aussi interdisciplinaire, le théâtre agrégeant toutes les formes artistiques, des plus archaïques aux plus technologiques, par sa capacité à faire œuvre de tout. Cette recherche entre par là en contact avec le domaine de l'archéologie des médias qui s'attache à cerner les caractéristiques et les origines des supports de l'information, des formes médiatiques qui constituent notre environnement attentionnel. Elle entre aussi en contact avec une acception large du design par une vision étendue de la dramaturgie. La dramaturgie faisant le lien entre l'espace du théâtre et l'espace social de l'usage des techniques. C'était un peu aventureux d'utiliser ce mot dans le champ social, mais c'est, je pense, ça ouvre des portes de réflexion. Elle pourra ainsi s'attacher à une forme de futurologie des médias. Alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Ça fait un peu bizarre de dire futurologie, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans une perspective d'innovation. Elles seront les manières de raconter le monde, de dire des histoires avec les outils en cours d'invention. Parce que la manière de raconter les histoires dessine et anticipe le monde futur. Cette recherche est également politique, parce qu'elle s'engage dans les perspectives de l'écologie de l'attention, dans la guerre des imaginaires à l'œuvre à l'échelle planétaire, tant dans la lutte contre les obscurantismes et pour une laïcité universaliste, que dans la résistance et la capacité à construire une alternative au récit libertarien de la singularité. Pour les transhumanistes de Google, la singularité est ce jour où l'intelligence artificielle supplantera l'humain. Drôle d'idée que d'appeler cet horizon funeste dans une terminologie proche de l'univers chrétien. Et comme disait Novalis, je préfère la diversité de la bibliothèque à l'unicité du livre. Il nous faut construire probablement une laïcité technologique. Il s'agit par ce colloque de nourrir le travail, les méthodes et les perspectives des différents réseaux qui, sur le territoire, œuvrent à la relation entre art et sciences, mais également de soutenir l'élaboration de la charte de la trace, la transversale des réseaux entre art et sciences, qui a montré... Alors, cette transversale, c'est un réseau de réseaux que nous avons monté il y a quelques mois. Je pourrais, pour ceux qui le souhaitent, vous donner cette charte. Ça situe un peu le niveau d'activité que nous souhaitons construire. C'est une structure, un réseau qui rassemble des gens qui veulent faire et qui produisent et créent des spectacles et qui les diffusent au contact du monde scientifique.
Donc cette charte a montré la nécessité d'agir tout au long d'une chaîne allant de la recherche à l'éducation artistique, scientifique et technique. Donc j'ai bien dit, c'est parce qu'on a des mots qui sont comme ça, des mots valises, j'ai bien dit la recherche à l'éducation artistique, scientifique et technique. En passant par la création, la production, la diffusion, la formation et l'édition. L'ensemble de ces éléments montre la nécessité de construire un nouveau registre esthétique, c'est-à-dire une nouvelle manière d'envisager la place de l'art dans la société. Dans le champ de ce que Bernard Stiegler appelle du vilain mot de néganthropologie, c'est-à-dire un projet de civilisation qui envisage le dépassement de l'anthropocène, cette ère où l'homme devient un acteur chaotique de l'histoire biophysique de la planète. Dépasser l'anthropocène suppose de construire les référentiels d'imaginaire individuel et collectif capables de surmonter les imaginaires de chaos et de destruction, les imaginaires de surpuissance majoritairement diffusés par la société du spectacle. Le projet à long terme de ce colloque est de dessiner les grandes lignes d'une dynamique de recherche sur l'écriture, au sens d'écriture des médias, ce qui englobe le texte, mais aussi l'écriture de plateau, l'écriture de scénarii pour la vidéo, pour le net, comme on pourra le voir dans Experimenta, pour l'exposition, telle qu'elle est influencée par l'inévitable contexte de la culture qui est indissociablement artistique, scientifique et technique. Dynamique qui s'incarnera dans le rapprochement en construction du futur CNAS, Centre national Art Sciences, avec l'UMR Litéart de l'Université Grenoble-Alpes. Nous sommes en train d'imaginer avec Yves Citon ce qui pourrait s'appeler l'atelier de l'attention. Au point de rencontre entre l'invention des appareils générateurs de techno-images, là je prends un vocabulaire plutôt citonien, si j'ose dire, pardon. Donc au point de rencontre entre l'invention des appareils générateurs de techno-images, les acrobaties artistiques qui en déjouent les mécanismes et les réflexions théoriques qui essaient d'en comprendre les enjeux, il nous semble aujourd'hui important de monter un atelier ayant pour objectif d'analyser les évolutions de nos techno-images numérisées en croisant 4 types de perspectives, d'outils et de sensibilités. Les technosciences productrices des appareils qui reconfigurent de l'intérieur nos expériences du monde, les théories et archéologies des médias qui réfléchissent aux évolutions dans le long terme ainsi qu'aux implications anthropologiques de ces appareils et des modes d'attention qu'ils induisent en nous, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, les pratiques artistiques qui expérimentent avec les propriétés médiales de ces appareils, en particulier dans le domaine des spectacles vivants, dans une perspective de futurologie des médias. Et enfin, les pratiques d'éducation artistique et d'action culturelle qui s'efforcent de diffuser dans les réseaux de la scène nationale le goût et les savoirs propres aux expériences esthétiques proposées par les arts vivants appareillés. La prise de compétences en matière de culture scientifique et technique par la nouvelle métropole de Grenoble, les récentes séances de travail avec les acteurs de la culture scientifique, avec les acteurs culturels et artistiques, avec notre partenaire historique qui est le CEA, avec les partenaires universitaires, avec les partenaires de l'Atelier de l'Imaginaire, apportent à ce rendez-vous un enjeu supplémentaire, accompagner un projet de territoire naissant. Ce projet ne part pas de rien. Les multiples initiatives montrent la capacité de travail en commun, la qualité du terreau de la métropole. Pour ceux qui n'étaient pas là samedi et dimanche, il y a 8000 personnes qui se sont rassemblées à la halle Clémenceau autour de la Mini Maker Faire et des acteurs de curiosité territoriale. Et dimanche soir, il y a 20 000 personnes qui étaient devant le groupe F. On voit bien que ça correspond à quelque chose sur le territoire. Le terreau, et cette chose-là, ces choses-là, et ce que nous faisons avec Experimenta ne serait pas possible, ne serait pas réalisable par une seule structure. C'est nécessairement un travail collaboratif et collectif. Le terreau grenoblois n'est pas ici pris en exemple. Il est envisagé comme lieu d'émergence de la construction de nouveaux imaginaires, fruit d'une histoire à la fois locale et mondialisée, en interaction avec de multiples réseaux régionaux, nationaux, européens et internationaux. Le territoire de Grenoble est un acteur mondial majeur en matière de recherche scientifique et technologique. Il participe pleinement à la production des médias du futur. Si la technologie n'a pas en elle-même de sens, ses modes d'utilisation en sont porteurs et sont un enjeu pour le devenir collectif. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue, mais que je souhaitais faire pour bien cadrer là où on est aujourd'hui.
Tout au long de la journée, Valérie Cordy, qui nous vient de Mons, qui est artiste, qui est à sa table là-bas, à côté d'Eliane, a une petite machine qui va lui permettre de hacker l'écran et puis de nous proposer des petits voyages. Voilà, pour l'instant, c'est le réseau Wi-Fi du CEA qui hack Valérie Cordy.
Voilà, j'ai donc invité aussi Bruno Takels, qui s'occupe à la DGCA, à la Direction Générale à la Création Artistique, d'une mission recherche toute nouvelle. Et donc c'est lui qui sera chargé de l'animation, on va dire. Enfin, on va faire ça ensemble. Mais je trouvais intéressant que ce colloque puisse se faire au moment où la DGCA du ministère de la Culture est en train d'inventer un nouveau dispositif. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est, et à toi Bruno. Alors, je dis d'abord un mot sur la recherche. C'est ça le... Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais accompagner, écouter, être au fond le témoin, le premier témoin de cette journée de travail. Mais avant cela, alors, on appelle ça, paraît-il, une double casquette. Moi, je parlerais plutôt de double compétence, comme on dit enseignant-chercheur. Effectivement, en tant qu'écrivain et universitaire, on m'a confié cette mission au ministère de la Culture, donc je vais vous dire quelques mots, parce qu'en effet, c'est un préambule utile, je crois, pour donner le cadre de ce qui se trame et de ce qui va s'écrire aujourd'hui au cours de cette journée. Le ministère de la Culture, en effet, a mis en place un nouveau projet, on appelle ça un projet de service, dans lequel une nouvelle sous-direction, alors c'était un peu technique, a été inventée, qui rassemble l'ensemble de l'enseignement supérieur culture. Ça n'a l'air de rien, mais au jour d'aujourd'hui, tu parlais de regroupement, de collaboration, de coopération. L'idée qu'on puisse identifier qu'il y a dans le domaine de la culture, de l'enseignement supérieur, avec évidemment tout ce qui vient derrière et dessous, c'est extrêmement important dans ce monde mondialisé, dans une logique européenne, les fameux processus de Bologne. Il y a donc une vraie logique, une vraie justesse, je dirais, à ce que l'enseignement de la culture, ou l'enseignement dans les milieux ou dans le paysage culturel, se pose la question de comment il s'enseigne aujourd'hui au XXIe siècle. On est déjà dans la question du XXIe siècle. Et alors évidemment, avec cette chose massive qui est, faut-il ou pas se rapprocher des universités, tout simplement. Puisque je redis d'une manière alors très simple hein, que ce dont je m'occupe, ça n'est évidemment pas la recherche sur l'art. Hein, c'est une mission qui s'appelle mission recherche en art, et art évidemment au pluriel. L'ensemble des arts, l'ensemble des secteurs et des domaines de la création sont concernés. Et il s'agit donc en réalité de la recherche conduite par les artistes eux-mêmes, par les producteurs du milieu culturel eux-mêmes. Ça n'est donc pas une recherche qui objective l'art. Hein. L'art n'est pas pris comme objet, mais l'art est cela même qui induit la recherche, qui impulse la recherche. Avec une autre petite précision, un petit distinguo pour être vraiment au clair ensemble quand on emploiera ce mot, hein, c'est que la recherche en art n'est pas ce que font naturellement les artistes. Hein. Il y a une phrase qu'on a beaucoup entendue depuis pas mal d'années, particulièrement dans le milieu des arts plastiques, où cette question de la recherche en art a été très fortement portée, en particulier par les écoles. On a entendu beaucoup de gens dire la recherche, les artistes en font tous les jours. Moi qui fais de l'art, je cherche. Les gens qui font de l'art seraient par nature des chercheurs. Je fais un petit distinguo qui consiste à dire oui, bien sûr, ils cherchent. Tout artiste, on le lui souhaite, cherche tous les jours dans son atelier, sur le plateau, dans le studio. Mais pour autant, il ne fait pas encore de la recherche. Il y a deux petites lettres qui viennent s'insinuer. Recherche, c'est, on le sent bien dans ce préfixe, hein, c'est la reprise, c'est la formalisation, c'est l'objectivation. Autrement dit, l'artiste n'est plus seulement celui qui produit, il est celui qui se désengage du geste de production pour observer ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Et ce de recherche, il suppose des protocoles. Il suppose ce mouvement que j'appelle de désengagement. Ces protocoles ne sont pas forcément universitaires, mais ils peuvent l'être aussi. Moi, je suis vraiment pour une mixité, pour un dialogue renouvelé avec l'université qui, je crois, au vu depuis 2 ans maintenant que je m'occupe de ce sujet, qui est très ouverte à ces questions-là, en fait. Contrairement à ce qu'on a aussi beaucoup entendu comme préjugé, l'université ne veut pas de nous, nous ne voulons pas d'elle. En réalité, pas du tout. Tout le monde veut que ça change, je crois que tout le monde veut écrire au XXIe siècle, et on sent bien que les universitaires sont totalement au travail dans cette nouvelle fabrication, je dirais, de formes, parce qu'en réalité, quand on parle donc de cette recherche en art, on parle au fond de l'invention de formes. Puisqu'en clair, on passe du champ de la production, du champ de la création, au champ de son analyse, de son observation, et ça suppose donc un changement de médium. Ça suppose donc qu'on passe d'un médium à un autre, que l'on traduise d'un médium dans un autre. La grande force des artistes, c'est qu'ils sont
polymédiums. Ils sont ils sont très bien équipés en termes de médiums. Il y en a une variété de plus en plus grande. On voit d'ailleurs que cette palette s'amplifie. Et par conséquent, le chercheur en art, l'artiste-chercheur, c'est quelqu'un qui peut traduire dans une infinité de médiums. Et de plus en plus, on voit naître des projets de recherche, des projets de thèse, des projets de doctorat, explicitement nommés comme tels, qui impliquent des formes nouvelles, qui impliquent, par exemple, la forme du livre d'artiste. J'ai assisté il y a quelques mois à une thèse soutenue par un très grand artiste sud-américain qui a produit un livre d'artiste. Et en même temps, c'est une recherche théorique, scientifique, qui, je dirais, obéit à l'ensemble des critères ou à la base des critères universitaires et des protocoles académiques. Donc, il me semble que là, on a un champ absolument énorme qui est en train de s'ouvrir, qui n'est pas nouveau. Si je vous donne quelques noms d'artistes du XXe siècle, Braque arrive en France avec, comme premier geste, la création d'un centre international de recherche. Grotowski, l'un des plus importants penseurs de la scène au XXe siècle, va même quitter le spectacle pour faire de la recherche. Ariane Mouchkine s'installe à la cartoucherie, c'est toujours le cas, pour en faire un laboratoire. Le vrai enjeu de la cartoucherie, ce n'est pas d'abord la diffusion de spectacles, c'est faire laboratoire, c'est faire école, quelque part. Bref, je ne vais pas continuer la liste. Si, peut-être quand même reprendre cette magnifique histoire de Stanislavski, au fait de sa gloire, qui engage dans son propre théâtre, qui est donc une machine à succès, enfin vraiment une chose qui produit, qui, je dirais même, est productiviste. Eh bien, il accepte de ralentir le temps en confiant à son meilleur élève, qui va devenir son meilleur ennemi, Meyerhold, le studio, c'est-à-dire le petit théâtre dans le grand théâtre, qui n'est pas le lieu de la production, mais qui justement est le lieu de l'arrachement, le lieu de la suspension, qui permet toutes les expérimentations, et en l'occurrence celle de tuer le maître. Voilà, c'est quelques exemples pour vous dire que la recherche, elle est évidemment là, dans le monde de l'art, elle a évidemment une histoire, mais je termine juste ce petit point un peu général en disant que la recherche a été un peu en panne quand même dans nos 30 dernières années. Je dirais que c'est la poire pour la soif qu'on a usé en premier, quoi. C'est-à-dire le tripode production, diffusion, recherche, à mon sens, là, repose sur ces trois colonnes. Eh bien, il a été fragilisé. Et qu'est-ce qui a été fragilisé en premier? La recherche. C'est-à-dire que le temps de la recherche, ce mouvement que j'ai essayé de décrire rapidement, c'est le premier qui va être attaqué, bien évidemment. Donc, je sens bien aujourd'hui, depuis 2 ans que je questionne, que j'interroge, que j'écoute, qu'il y a une sorte de retour, une espèce de renouvellement de ce désir de recherche. Et beaucoup d'artistes, dans plein de domaines très différents, souhaitent effectivement s'y coller, si j'ose dire. Et dernière petite remarque pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ce que j'observe dans ces projets d'artistes qui donc assument la recherche comme un des piliers de leur travail, c'est qu'en général, ils sont immédiatement attrapés, happés, presque on pourrait dire, par de l'altérité. Ce qui conduit le travail, c'est toujours de l'autre. C'est pas entre soi. C'est pas entre soi. Ça, c'est vraiment une caractéristique que je repère. C'est que les artistes, pour prolonger, pour approfondir et pour construire la question qui est la leur, eh bien, ils font appel à des savoirs autres, à une altérité dans le savoir. Je termine juste par cette jolie histoire qui, pour moi, fonde vraiment l'allégorie de ce qu'est la recherche en art. C'est l'histoire des peintres, des frères Van Eyck, peintres hollandais, qui, donc, au XVe siècle, ont un succès énorme. Ils ont vraiment un marché, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font des fresques dans toutes les églises d'Europe. Et ça marche très fort. Et ils ont un atelier, et ça turbine, et c'est extrêmement productif et lucratif même. Et puis ils ont une énorme commande d'un polyptyque pour lequel ils ont 13 ans. C'est vraiment l'œuvre de leur vie. Et l'aîné des frères Van Eyck n'en peut plus. Il ne peut plus travailler, il est épuisé. Et il dit à son frère, je te donne les clés de l'atelier, fais ton livre, je pars voyager. Et il part durant ces 13 années, voyager dans toute l'Europe. Il rencontre les plus grands savants dans toutes les universités européennes, qui sont aux pointes de leur discipline, on ne disait pas ce mot-là à l'époque, mais qui sont vraiment en train de chercher, de trouver des choses. Il rencontre des très grands botanistes, il vérifie vraiment que le monde est en train de muter. Il se nourrit de tout ce savoir, et au bout de 13 ans, il rentre à Leiden, et il peigne, je dis il au pluriel parce que il se remet à la tâche avec son frère, c'est ça qui est important, celui qui a produit et celui qui a cherché, et il peigne l'agneau mystique. Voilà. L'agneau mystique, c'est
le résultat de 13 années de recherche. C'est une encyclopédie dans la peinture. C'est vraiment une encyclopédie à même la toile, une espèce de geste d'un savoir médiatisé par la toile, au contraire immédiat, puisque rappelons-nous que si on peint, c'est parce que les gens ne savent pas lire. Donc on s'adresse à eux par la toile. D'ailleurs, l'agnomistique va avoir un succès considérable. On oublie de dire ça, mais les gens se précipitaient pour aller voir la peinture. C'était le lien qu'ils avaient avec l'intelligence du sens. On pouvait ne pas savoir lire, mais on pouvait aller regarder l'agnomistique. Voilà, je termine là-dessus cette petite introduction. Vous dire quand même en 2-3 phrases que cette mission donc, de la direction de la création artistique est sur pied depuis quelques mois seulement, mais qu'elle est très prometteuse parce qu'on a, pour le dire simplement, des moyens, on a des dispositifs, on a des outils qui vont se mettre en place et je pense qu'on va réellement pouvoir contribuer, je dis très modestement bien évidemment, parce que tout ça est une affaire en effet de coopération, mais j'espère qu'on va pouvoir contribuer à densifier, structurer, enrichir la recherche telle qu'elle est pratiquée par les artistes et par les universitaires. Parce que, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment renouveler ce dialogue. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, changer de profil et me mettre dans la peau donc, de l'animateur de cette journée ou relais ou témoin. Déjà vous dire que j'étais très intrigué par le fait qu'on garde le mot théâtre. C'est pas banal. Quand on regarde le programme, il n'y a pas énormément de gens spécifiquement acteurs praticiens du théâtre. Il y a au contraire une énorme diversité de provenance, de parcours, de compétences, ce qui moi me ravit et me réjouit. Et on garde le mot théâtre. Alors on sent bien faire théâtre, que ça ne dit pas tout à fait le théâtre, mais quand même faire théâtre, ça suppose, alors si on employait le mot, qu'on parle là d'un dispositif qui est agrégatif, qui agrège, c'est-à-dire qu'il y a une force d'inclusion considérable. On pronostiquait la mort du théâtre avec l'arrivée du cinéma. Meyerhold, que j'ai évoqué, qu'est-ce qu'il fait? Il intègre tout de suite, immédiatement, le cinéma sur le plateau. C'est pas du tout nouveau, c'est à l'origine même du geste cinématographique. D'emblée, il est compatible. Il y a de la compatibilité avec la scène. Donc cet espace agrégatif, il peut effectivement, du coup, s'entendre presque comme une métaphore. Et alors, c'est pour moi une première question, c'est est-ce qu'on parle vraiment du théâtre ou est-ce qu'on parle des théâtres possibles, de la théâtralisation, c'est ce qui d'ailleurs est une chose qui a été déjà beaucoup faite, ou est-ce que c'est un mixte des deux? Est-ce qu'on est en train de parler d'un théâtre en mutation? Je relève, par exemple, tu as dit tout de suite que cette salle n'allait pas pour ce que nous étions amenés à faire aujourd'hui. C'est vrai, cette salle ne va pas, mais c'est normal, ce n'est pas une salle faite pour ça. Claude Régis dit toujours ça. Le problème, c'est qu'on hérite des salles de la génération d'avant. On n'a pas la salle qu'on veut, sauf si on s'appelle Brooke, Mouchkine, les gens que j'ai cités, comme par hasard, on revient à la recherche. Donc la question de la salle, ça me paraît déjà extrêmement importante. L'espace, c'est quoi l'espace dans lequel on se parle? C'est quoi l'altérité? C'est quoi la frontalité? C'est quoi le partage? Et d'un point de vue alors très méthodologique, je crois qu'on va, malgré la frontalité qui nous rattrape, on va vraiment assister, affirmer aujourd'hui sur la question du dialogue, de l'échange. Donc, avec nos intervenants, nous avons convenu que les interventions seraient plutôt courtes, de façon à ce qu'on puisse vraiment dialoguer, ce qui n'interdit pas évidemment de compléter. C'est plutôt une logique de conversation, de dialogue, qu'une logique de monologue. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à un duo. Vous avez décidé d'intervenir à deux. Donc, vous n'avez pas décidé, on vous a imposé. Donc, un duo se retrouve ce matin. Dominique David, donc, qui est ingénieur, docteur en traitement du signal, expert senior. J'ai appris ce mot ce matin au CEA. Et vous êtes donc l'un des piliers, on peut dire, conseiller scientifique de l'atelier Art Sciences. Et vous intervenez donc avec Julie Valero, qui est enseignante-chercheuse, docteur en études théâtrales, maître de conférence à l'université Stendhal, et qui est l'auteur d'un livre, Le théâtre au jour le jour, aux éditions L'Harmattan. Julie Valero a un lien, je dirais, organique, qui traduit un peu ce que j'essaie de dire en préambule, puisque vous avez un compagnonnage, on pourrait nommer ça comme ça, avec un certain nombre d'artistes, eux aussi très différents, puisqu'il s'agit d'un côté de Jean-François Perret et d'Antoine Defourte. Je vous donne la parole tout de suite. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez intervenir.
vos interventions vont porter sur la question de l'objet, Voilà. et de la dramaturgie de l'objet, technique de l'objet, technologique. Et juste pour être plus précis sur la forme, on a convenu avec Dominique qu'on allait parler chacun une quinzaine de minutes et après ouvrir la discussion entre nous, puis avec vous aussi. Voilà. Donc effectivement, nous allons parler de cette question de l'objet technique, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire un petit peu partager ce que cette question posée par Antoine et son équipe a suscité pour moi quand j'ai essayé d'y répondre un petit peu spontanément. Alors, n'ayant pas beaucoup de talent de devineresse, j'avoue que la première chose à laquelle cela m'a renvoyé, c'est évidemment le passé. Et a priori, je ne suis pas la seule, Bruno, puisque vous avez parlé notamment de Meyerhold. Je ne suis pourtant pas historienne du théâtre, mais comment ne pas songer, si on se pose un petit peu cette question, aux années 20 du siècle dernier, qui voit partout en Europe l'émergence des avant-gardes artistiques, dont on sait très bien aujourd'hui l'importance sur des artistes qui façonnent la scène contemporaine, au premier rang desquels je ne citerai que Romeo Castellucci. Comment ne pas songer aussi, si on se focalise un petit peu plus sur ce qui nous rassemble et sur cette question des relations entre la technologie et le théâtre, au dispositif, par exemple, de quelqu'un qui a été un petit peu oublié des études théâtrales, c'est pour ça que je me permets de le citer, Frédéric Kiesler, artiste qui, en 1922, va imaginer un dispositif audiovisuel tout à fait inédit, qui va à la fois émerveiller et presque un petit peu effrayer les spectateurs. Dispositif dont on peut retrouver aujourd'hui les lointains échos dans le travail de quelqu'un qui est aussi un habitué de l'Hexagone, Joris Mathieu, par exemple. Donc je sais, Antoine, que tu m'as invité pour qu'on évoque ce programme de recherche-création qui nous lie un petit peu institutionnellement, l'Hexagone et l'Université Stendhal, un programme qui s'intéresse justement à cette question de l'objet technologique en scène, à sa prise en main et à sa maniabilité. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu as tenu à ce qu'on intervienne en regard, en miroir avec Dominique. Donc objet technologique en scène et notamment tout un travail autour du drone qui a été un petit peu incarné par la performance la semaine dernière à l'Amphidis d'Agnès de Cailleux. Tu ne m'as donc pas invité pour tenter une rétrospective des inventions techniques qui jalonnèrent l'histoire de la mise en scène au XXe siècle, mais c'est quand même un retour en arrière que j'aimerais un petit peu vous inviter ici. Et ce retour en arrière, c'est aussi une façon de répondre à une des questions que Dominique posait dans les échanges préalables qu'on a eus, puisqu'au-delà de toutes les remarques très techniques qu'il a pu me transmettre sur son travail, sur son expérience au sein de l'atelier Art Science, il y avait une question comme ça qui arrivait à la fin du mail, Dominique, qui était un petit peu « mais où nous mène donc la technique ?» Donc ce retour en arrière sera guidé par une question plus précise qui est tout simplement l'objet technologique est-il dramaturgique? Alors Brecht, on le sait, appelait de ses voeux un théâtre de l'âge scientifique, car il n'avait de cesse de constater à son époque que le théâtre qu'il pouvait voir n'était pas le théâtre de la société des avions, des automobiles, des communications longue distance et qui était en train de naître à son époque. Il avait cette très jolie phrase, il disait qu'il fallait vraiment qu'on change les choses puisque, je cite, « toute notre façon de jouir du théâtre commence à être anachronique ». Pourtant, il ne suffit pas de mettre à profit les inventions de son temps pour faire théâtre. L'insuccès au XIXe siècle des tentatives de théâtre scientifique de gens comme Louis Figuier, qui essayait de vulgariser les inventions techniques de son temps à coups de grandes machineries, est assez criant à cet égard. Et de la même façon, on peut dire qu'aujourd'hui, certains artistes expérimentateurs s'emparent d'objets technologiques sans forcément toujours penser en amont le rapport à l'imaginaire qu'implique cet objet et sans non plus réussir forcément à tisser une dramaturgie qui serait celle de cet objet-là. Je distingue juste, je ne vais pas trop m'attarder sur des questions définitionnelles et donc assez théoriques sur cette question de l'objet technique, mais je voudrais juste différencier deux choses, ce que j'appelle les objets importés, donc vraiment
l'ordinateur qui va se retrouver sur un plateau, ou le smartphone, ou enfin voilà, des objets que nous partageons tous, des objets de notre quotidien. Et puis des objets qui sont des objets imaginés, élaborés en partenariat entre des scientifiques et des chercheurs en vue d'un projet artistique particulier. Et c'est plutôt au premier type d'objet que je m'intéresserai, et je pense que Dominique vous parlera plutôt de ces autres objets. En cela, il me semble donc, au vu de ces échecs que je viens de citer, que la question de l'objet technologique au théâtre, je suis donc très heureuse qu'on ait conservé le mot théâtre dans le titre du colloque. Donc la question de l'objet technologique au théâtre est tout à fait singulière et spécifique et ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que dans des pratiques artistiques proches, comme celle de la danse ou du cirque par exemple. On voit bien, à travers des exemples d'artistes comme ceux d'Aurélien Bory et d'Adrien Mondeau, qui sont aussi des habitués de l'Hexagone, que l'objet technologique chez eux est tout à fait susceptible d'inventer des chorégraphies, des dramaturgies des corps dans l'espace, tout à fait efficaces et virtuoses. Mais faire théâtre avec l'objet technique appelle quelque chose d'autre, quelque chose de différent, que je serai pour l'instant bien à mal de circonscrire, ne voulant pas tout de suite réduire le théâtre à la question du texte, ni encore moins à celle de la narration. Pour avancer plus concrètement, j'ai donc décidé aujourd'hui, plus que d'évoquer directement les travaux de ce programme de recherche que je mène donc, en partenariat avec l'Hexagone, de vous parler de deux objets importés très simples qui ont donné lieu à des œuvres dramatiques et scéniques au XXe et XXIe siècle. Le premier, c'est le magnétophone à bande de Krapp dans la pièce de Beckett, La dernière bande, pièce qui date de 1958. Et le second, c'est le fruit d'une rencontre que j'ai faite la semaine dernière avec un spectacle, puisque ça arrive de temps en temps dans une vie de spectatrice d'avoir comme ça des véritables rencontres avec des spectacles. C'est pas si commun que ça, malheureusement, mais bon. Et donc cet objet, c'est tout simplement le smartphone de Robert Lepage dans le spectacle 887 qui se jouait jusqu'à hier à Annecy et que vous pourrez voir, enfin que l'Hexagone vous amènera à voir à Lyon en novembre. Alors, en 1958, Beckett écrit donc une courte pièce que les éditions de Minuit qualifient ainsi, pièce en un acte pour un acteur et un magnétophone. Beckett confronte en effet dans cette pièce un homme âgé, abîmé par le temps, à un magnétophone à microphone. L'action se situe dans un futur proche, puisque Beckett ouvre la pièce par cette indication d'ici quelque temps. Si vous voulez, l'action principale est la suivante. Le personnage a pris l'habitude, depuis sa vingtaine, d'enregistrer un bilan annuel de sa vie qui agit comme un petit peu des portraits sonores faits de bribes de souvenirs et de sentiments. Avant cet enregistrement, donc qu'il effectue tous les soirs de son anniversaire, il va écouter un enregistrement ancien un petit peu pioché au hasard. Le premier magnétophone du type de celui utilisé par Krapp est commercialisé après-guerre en 1947. Les premiers Revox, qui vont rencontrer un grand succès public, datent eux de 1952. Beckett s'empare donc, avec ce magnétophone à microphone, d'un objet technologique récent, mais pas nouveau, et il va en imaginer un usage futur et un peu inhabituel, puisqu'il s'agit quand même de s'enregistrer à intervalles réguliers sur une période de plus de 40 ans. Puisqu'on sait que Krapp commence autour de 27 ans et qu'au moment de l'ouverture de la pièce, il a 69 ans. Donc Beckett va élaborer toute une très belle dramaturgie de la mémoire sur laquelle je ne m'étends pas ici puisque je me focalise sur le rapport à l'objet. Et le corps de Krapp, précisément, pendant toute cette pièce, va être absorbé par la manipulation du magnétophone. L'audition de la première bobine va susciter une posture d'écoute, je cite Beckett, le buste incliné en avant, les coudes sur la table, la main encornée dans la direction de l'appareil et le visage face à la salle. Toute l'attention de Krapp sera dès lors concentrée sur les actions de branchement et de débranchement de l'appareil, au gré évidemment de ses agacements et de ses impatiences, puisqu'il n'arrive jamais à entendre la partie qu'il a envie d'entendre, agacements qui sont transcrits dans les didascalies. Le regard de Krapp est le plus souvent perdu au loin,
Son visage est donc, je vous l'ai dit, face publique. Le buste est donc incliné vers l'appareil. Et puis, plus ça va aller, plus il va se pencher, carrément coller son oreille au magnétophone. Durant toute cette séquence d'écoute, Krapp va s'absenter régulièrement pour aller vider quelques bouteilles de vin dans l'obscurité. On entendra seulement le son des bouteilles débouchées, et le verre s'entrechoquant, mais évidemment, le corps de Krapp et sa démarche vont témoigner au fur et à mesure du nombre de bouteilles débouchées de cette activité parallèle. Quelques années plus tard, dans le système des objets, Jean Baudrillard constate que les appareils qui nous entourent, et notamment les appareils électroménagers, ne sollicitent plus tout à fait nos corps de la même façon. Il écrit: à l'appréhension des objets qui intéressaient tout le corps se sont substitués le contact, main ou pied, et le contrôle, regard, parfois oui. Bref, les seules extrémités de l'homme participent activement de l'environnement fonctionnel. Fin de la citation. Assis, immobile, sur une scène dont la quasi-intégralité est plongée dans le noir, il est juste assis à sa table avec son magnétophone, Krapp est ce personnage qui absorbe son corps dans un contrôle de commande qui, d'un simple geste de la main, va façonner sa mémoire, construire, reconfigurer son passé et ses souvenirs. Il est un personnage à magnétophone de la même façon qu'il y avait, j'ai appris ça récemment, au siècle dernier, des rôles à baguette consignés rigoureusement dans les catalogues de la Comédie Française. Sans son magnétophone, Krapp n'est pas. La voix enregistrée correspond à plus de la moitié du volume de paroles total de la pièce. En cela, il est l'archétype d'un personnage augmenté, le premier peut-être, dont l'identité est conservée sur bobines de bandes impressionnées. Une soixantaine d'années plus tard, c'est en partie grâce ou à cause de son smartphone que Robert Lepage nous invite à plonger dans les tréfonds de sa mémoire. Se plaignant des défaillances de celle-ci, qu'évidemment il incombe à l'usage quotidien de son iPhone, il va essayer de reconstruire le récit de son enfance, qui constitue donc la trame générale de ce spectacle appelé 887, du numéro de l'avenue Murray, sur laquelle il habitait, il a grandi à Québec. Chemin faisant, il va tenter encore et encore d'apprendre un poème qu'on lui a demandé d'apprendre pour un événement particulier, poème intitulé Speak White, tout à fait symbolique de l'histoire du Québec, et écrit par Michel Lalonde à la fin des années 60. Durant une très grande partie du spectacle, Lepage va manipuler son téléphone portable en lui conférant ainsi plusieurs fonctions. J'en retiendrai 3. D'abord, le portable est tout simplement l'interface qui va lui permettre de manipuler les images qui sont projetées derrière lui, de passer de l'une à l'autre. Il ne va jamais cacher ce geste de contrôle et cette relation avec l'outil. Il va au contraire amplifier largement ces mouvements-là, mimant presque parfois le mouvement que l'image produit derrière lui. Deuxièmement, le téléphone est évidemment un outil vidéo notamment, et donc il va l'utiliser pour filmer certains passages et puis diffuser aussi quelques images. Et enfin, troisième fonction, le téléphone est utilisé comme téléphone, c'est-à-dire comme un bon vieil accessoire qui va participer de la narration même de ce qu'il nous propose. À plusieurs reprises, en effet, il va essayer de contacter un vieil ami, Ted, justement pour lui proposer d'être son répétiteur pour ce texte poétique qu'il n'arrive absolument pas à apprendre tout seul. Lepage ne va jamais réussir à avoir son interlocuteur en direct et il va devoir à chaque fois déposer un message sur la boîte vocale de cet ami, boîte vocale qui limite de manière drastique le temps de parole. Du coup, évidemment, toute la temporalité, l'objet lui-même va induire une temporalité qui va infléchir toute la dramaturgie de la scène. On va avoir deux temporalités vraiment autoritaires, on va dire. D'une part, le temps de la messagerie d'accueil. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de blablabla, pendant laquelle Lepage va nous parler. Et puis évidemment, cette temporalité de, vous avez en gros 25 secondes pour parler. Et ça va obliger Robert Lepage à faire des allers-retours incessants entre ce qu'il compte dire à son ami et qu'il nous fait partager, ce qu'il lui dit une fois qu'il est enregistré, ou encore ce qu'il nous dit de cet ami, ce qu'il a appris de cet ami qui a plongé dans l'alcool, la drogue, etc., et qui ne veut pas que cet ami entende, et puis ce qu'il lui dit après concrètement sur le message, savoir de sa situation actuelle.
L'utilisation de l'objet technologique, qu'est le smartphone, contribue donc dans ce spectacle à perfectionner le dispositif théâtral, puisqu'il va permettre à l'acteur lui-même de manipuler son environnement visuel et de l'enrichir, mais il construit aussi une dramaturgie, celle d'une parole minutée et qui va progresser par blocs et par bombes. Parole qui va du coup se reconfigurer, trouver son sens dans l'écoulement du temps de la représentation. En cela, l'acteur et metteur en scène québécois s'empare pleinement des possibilités multiples offertes par l'objet qu'est le smartphone, qui va devenir à la fois un outil, un vecteur et un déclencheur de plusieurs séquences narratives au sein du spectacle. Au bout d'un certain temps, il abandonne le téléphone pour se consacrer à la manipulation de la machinerie proprement théâtrale. La force du spectacle réside, à mon sens, dans le fait que, incarnant parfaitement ce que pourrait être un théâtre du XXIe siècle, il ne cesse jamais de faire signe vers le passé. Le décor tournant, absolument sublime, est évidemment un carrousel. Le building dans lequel il a grandi est construit façon maison de poupée et rappelle un castelet. Et chemin faisant, Lepage va retrouver le rythme de l'alexandrin. Cette référence à l'histoire du théâtre et de sa machinerie est inscrite évidemment dans le nom de la compagnie de Lepage qui s'appelle Ex Machina, et c'est un élément qui est tout de même maintenant bien connu dans sa pratique scénique et qui caractérise celle-ci depuis quelques décennies. Chez Beckett, chez Lepage, l'appareil technologique agit comme une contrainte qui va déconstruire et reconfigurer une identité narrative. Et c'est sans doute, à mon sens, cette dimension contraignante qui porte en elle la part la plus créative et donc potentiellement dramaturgique de l'objet technologique en scène. Interrogeant la manière dont ces objets s'intègrent à nos vies, mais surtout au récit que nous nous faisons de nos vies, Beckett, Lepage ont ouvert ou ouvrent la voie à de nouvelles écritures de la scène. Dans un travail avec et sur les techniques de leur temps, puisque n'oublions pas quand même que Beckett était très très friand des techniques de son temps et qui s'est adonné à peu près à tous les médias à sa disposition alors. Donc dans un travail avec et sur les techniques de leur temps qui n'est jamais amnésique d'une certaine histoire du théâtre. L'objet technologique est aussi tout simplement un outil concret qui peut et doit engager le corps de l'interprète, sa main, son oreille, sa voix, à minima. C'est aussi cet usage-là que l'artiste se doit d'interroger. Et évidemment, ce jeu-là nécessite une certaine habileté à la manipulation de la part du comédien de théâtre. Sans cela, l'objet technique n'est qu'un accessoire, c'est-à-dire un objet théâtralement archaïque qui n'engage aucune relation avec celui qui le manipule et ne fait qu'illustrer de manière basiquement réaliste, j'ai envie de dire, l'époque dans laquelle il se trouve. Je vous remercie de votre attention. Merci Julie Valero. Votre alter ego Dominique David. Bonjour, je me lève parce que j'ai besoin de regarder. Alors, je me retrouve exactement d'ailleurs, on se retrouve tous dans la même peau que l'acteur de 887, puisqu'on avait tous préparé une petite intervention à la maison avec notre temporalité à nous. Et naturellement, depuis ce matin, tout le monde dit qu'il y a une autre temporalité, c'est celle de la journée. Bon, en plus, j'ai des instruments de partout, un micro, mon bon vieux papier, cet objet-là qui doit me permettre normalement de commander l'ordinateur qui est là-bas. C'est vrai, ça marche ça? Non, ça marche pas. Si? Ah oui, parce que voilà. Ils n'auraient pas dit quoi. Ouais, voilà, c'est presque ça. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que tu as peur? Que va-t-il se passer maintenant? Je ne crois pas. Et toi? Que va-t-il se passer maintenant? J'ai peur. Que va-t-il se passer maintenant? Très peur. Je pense que nous sommes en danger. Que va-t-il se passer maintenant? J'ai peur. Je pense que nous sommes en danger. Que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes en danger, nous sommes en danger. Je suis mort de frayeur, mort de frayeur, mort de frayeur, mort de frayeur. Que va-t-il se passer maintenant? Je suis mort de frayeur, mort de frayeur, mort de frayeur, mort de frayeur.
sert à rien d'avoir peur. Que va-t-il se passer maintenant? I got it. Ok, merci. Voilà. Je suis trop loin. Oui, ça y est. Voilà, alors je vais essayer d'aller vite, donc. C'est toujours la même histoire. Je pense que c'est difficile de parler des objets techniques sans parler un peu des gens qui les conçoivent, parce que c'est quand même des gens, à mon sens, assez particuliers. Donc voilà. Donc l'inventeur d'objets techniques, tel que je le connais depuis mon enfance de manipulation et de joueur, c'est effectivement d'abord quelqu'un qui est obnubilé, j'allais dire, par le jeu. Il joue avec la matière, il joue avec les éléments, il joue avec tout ce qu'il trouve. C'est essentiellement un homme d'action. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que on m'avait demandé de parler de la dramaturgie des objets techniques. Alors moi je suis scientifique, je suis technicien, donc le mot dramaturgie je ne connaissais pas. Donc j'ai enquêté de droite de gauche, je me suis retrouvé sur le terrain des philosophes, qui est un terrain que je ne connais pas non plus. Mais par contre j'ai vu quelque part drama, étymologie, action. Je me suis dit tiens, l'action, je ne vais pas dire que je connais, mais enfin en tout cas l'inventeur c'est quelqu'un qui passe son temps à agir, à s'emparer des objets, à jouer avec la matière et avec ça à produire de nouveaux objets que les gens ont utilisés. Alors, c'est également quelqu'un qui, comme l'enfant, ne connaît pas l'échec. C'est-à-dire qu'il a des certitudes, il avance, il produit. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pour lui, ce n'est pas un échec, il continue. Et ça finit, en général, les intuitions qu'il a au début finissent par se révéler positives et ça finit par marcher. Et puis, dernier point, c'est quelqu'un qui s'investit totalement. Quand je dis qu'il s'investit totalement, il investit totalement lui-même, ses biens, etc. Quand j'étais gamin, j'avais trouvé vers 6-7 ans dans un paquet de lessive un petit fascicule qui racontait des histoires. Et un jour, je suis tombé sur l'histoire de Bernard Palissy, qu'on voit là au milieu. Et Bernard Palissy, c'est quelqu'un qui cherchait à obtenir la faïence ultime, une sorte d'alchimiste de la faïence. Et pour ça, il n'était jamais content parce que la température du feu dans lequel il fabriquait ses objets n'était jamais suffisante. Donc il avait fini par brûler tout ce qui lui tombait sous la main, y compris tout ce que contenait sa propre maison. Et ça, c'est vraiment une attitude d'inventeur qu'on voit tout le temps. À droite, la personne que vous voyez, c'est Steve Jobs. Alors, évidemment, c'est un peu bateau de parler de Jobs, mais je veux parler d'un épisode particulier, c'est celui de Pixar. C'est un moment où Apple a commencé à grandir et où un certain nombre de financiers, d'administratifs, qu'il avait lui-même embauchés, lui ont dit « Écoute, ça suffit, maintenant, va jouer ailleurs ». Et ils ont débarqué Jobs d'Apple. À ce moment-là, Jobs rejoint une petite boîte qu'avait fondée Walt Disney, en gros, qui s'appelle Pixar, qui ne marchait pas très bien. Et Jobs dit, moi je vais m'amuser, je vais faire des dessins animés avec les ordinateurs, et puis voilà. Mais il fallait quand même, comme il voulait aller marcher sur les plates-bandes des grands, Walt Disney et tout, il lui fallait des moyens, donc il a mis tout ce qu'il avait. C'est-à-dire il a hypothéqué sa maison, il a emprunté l'argent à ses amis, il a revendu toutes les actions d'Apple qui lui restaient, etc. Il a tout mis là-dedans, avec ça il a fait un film qui s'appelait Toy Story, ça ne s'invente pas, une histoire de jeu. Il a gagné tellement d'argent avec Toy Story que pour faire très vite, il a racheté Apple, quoi. Alors... des inventeurs comme ça, ce n'est pas que des icônes de ce genre, il y en a partout, il y en a plein ici, mais vous en avez certainement dans votre entourage. J'en profite pour rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le cadre de l'atelier Air Science et qui nous a beaucoup apporté, qui est Philippe Klein, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Donc Philippe Klein est la personne qui est à l'origine de la montre bleue, qui a été le premier objet de capture de mouvement qu'on a utilisé. En quoi une espèce de funambule de l'électronique, vraiment hyper doué, et en même temps un trublion. La première fois que je l'ai rencontré, on était en train de se demander comment toutes les théories scientifiques qu'on avait échafaudées sur la capture de mouvement, on pourrait les faire rentrer dans un objet suffisamment miniature pour être utilisé sur des scènes de théâtre. Et on avait des plans à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et la première fois qu'on croise Philippe dit « Non, mais moi, je vous fais ça dans les 3 mois, je vous fais ça. » quoi. Personne n'y a cru. Mais quand même, il est revenu, il a insisté, etc. On a fini par le laisser faire. Et quelques mois plus tard, il produisait le même objet qu'il y a là, mais sauf qu'il était en verre. Cet objet-là, on l'a utilisé et on l'utilise encore dans des résidences de l'atelier Air Science, 10 ou 12 ans plus tard. Il a également été le premier produit d'une start-up, la société Moved, une start-up du CEA, qui a été rachetée par une société américaine qui s'appelle InvenSense, qui vend de la capture de mouvement à Apple, à LG, à Samsung, etc. Donc, c'est vous dire... voilà.
Alors trublion dans ce sens où effectivement c'est des gens qui bousculent tout le temps l'ordre établi, quoi. Nous tous les sachants on était là, on disait non c'est pas possible. Lui a dit non mais moi je vais le faire avec une forme d'humour et effectivement il l'a fait, quoi. Donc voilà ce que c'est qu'un inventeur. Ensuite on fabrique des objets techniques. Alors j'ai mis 4 mots là, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai mis ces 4 mots: science, culture, anthropomorphisme, universalité. Mais ça me paraît important aujourd'hui. Il y a quelques années, au cadre d'IDEAS Lab, il y a eu une thèse qui a été menée sur les lunettes à la demande d'Essilor. Et une des conclusions du thésard que je trouvais très intéressante, c'était l'étude de l'objet technique lunette. Et on part vers le Moyen-Âge des scribes de l'époque qui étudient les manuscrits avec des loupes qui posent sur les caractères. Et puis ensuite, on verra apparaître le monocle, puis la lunette qu'on porte à la main, puis les lunettes qui sont les bésicles posées sur le nez, puis la lunette avec les branches. Et enfin, les lentilles de contact. Donc vous voyez que l'objet technique qui sert à la même chose, il est passé de poser sur ce que je regarde, et donc je suis obligé de le déplacer tout le temps par rapport à ce que je regarde, à poser sur ce qui regarde, c'est-à-dire sur moi-même. Et on retrouve quelque chose dont a parlé Julie, c'est-à-dire un déplacement, et là, dans ce cas présent, une adaptation de l'objet à la morphologie de l'être humain. C'est pour ça que je parlais d'anthropomorphisme. Il ne s'agit pas d'imiter l'être humain, mais il s'agit de s'adapter à lui pour étendre ses capacités, peut-être pour l'augmenter. Là, évidemment, c'est un objet plus artistique, mais c'est finalement la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence, à mon sens, entre les deux bouts de bois qui, quand on les chope, produisent un son à gauche, et le piano qui est au milieu. Le piano qui est au milieu vous propose de faire 88 fois ce que fait l'objet qui est à gauche. Évidemment, il a fallu des siècles et des siècles d'évolution et de techniciens qui se penchent sur ce qui s'est passé à gauche pour arriver à l'objet de droite. Mais chaque fois que vous frappez une touche, il y a effectivement 2 objets qui s'entrechoquent dans le piano. Donc on a démultiplié par 88. Après, on a créé un clavier. Pourquoi ? Pour s'adapter à la morphologie de l'instrumentiste. Donc on retombe dans cette histoire d'anthropomorphisation, excusez-moi. Et également, on a évidemment considérablement étendu les possibilités d'expression de l'objet, puisqu'on est passé de juste un son à 88 sons, qui eux-mêmes sont d'ailleurs encore démultipliés. On a même été plus loin, puisqu'on a pris en compte l'oreille de l'être humain, en habillant les cordes à l'intérieur du piano différemment selon qu'elles sont médium, aigu ou grave, de façon à ce que les registres soient perçus de façon homogène et ça soit plus facile à jouer. Et puis pour finir, on a mis de la culture dans l'objet, puisqu'on y a pré-enregistré une sorte de prêt à consommer, de prêt à porter musical. On y a pré-enregistré la gamme tempérée qui avait été imaginée à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Et c'est d'ailleurs ça qui fait dire aux violonistes, quand les violonistes parlent au piano, oui mais vous c'est facile, c'est tout fait, c'est tout juste. Mais justement, ça m'amènera un commentaire sur ce fait plus tard. Alors, dans le monde de l'informatique, qui est le monde sur lequel on travaille plus ici, il y a encore et toujours le même type d'évolution. C'est-à-dire, vous avez à gauche les ordinateurs des années 70-75 sur lesquels j'ai commencé à travailler. Alors là, il faut vraiment être initié pour jouer avec ça. Il y a juste quelques interrupteurs et puis quelques lumières, et puis vous rentrez, vous donnez avec ça, etc. C'est fastidieux, c'est long, c'est pas commode. Ensuite, on est passé quelques années plus tard à la télétype, où là, vous tapez comme sur une machine à écrire. Donc, on est passé de quelques points qui seraient, d'un point de vue mathématique, un espace à 0 dimension, un espace à 1 dimension où je peux taper au kilomètre. Mais c'était encore pas terrible puisque les écrans commençaient à être à 2 dimensions. Donc un gars de Xerox, Doug Engelbart, un jour cette idée géniale de créer un périphérique qui introduit un isomorphisme mathématique entre le plan de la table dans lequel va se mouvoir votre main et le plan de l'écran. C'est l'invention de la souris, dont Steve Jobs va s'emparer, parce qu'il n'a pas non plus fait qu'inventer des choses, il a aussi été piqué beaucoup de choses aux copains. Donc Jobs a piqué l'idée de la souris à Xerox pour faire les premiers Mac. Mais alors déjà, c'est beaucoup plus commode d'utiliser une souris, et beaucoup plus de gens commencent à l'utiliser. Mais c'est encore pas fini, puisqu'on va encore gagner une dimension et passer de 2 dimensions à 3 dimensions. Et là, on arrive à l'objet qui est à droite, par exemple, qui est l'objet qui a été fait dans le cadre de l'atelier Art Science, qui est le gant qui permet à Ezra, le beatboxer, de contrôler son environnement musical et lumineux. Et à ce moment-là, on est encore plus libéré des contraintes de compréhension de l'objet. Alors, je veux souligner un point, c'est que quand on passe de l'objet de gauche à l'objet de droite, ou plus exactement quand, essentiellement dans l'univers du numérique, plus vous avez des objets qui vous comprennent facilement de façon intuitive, que vous utilisez de façon naturelle et intuitive, plus ça veut dire qu'ils embarquent des traitements qui sont extraordinairement compliqués et complexes. Pour faire fonctionner le gant, on le remue et on
arrive de plus en plus à obtenir ce qu'on a envie de faire, mais ça veut dire que derrière, il y a une armada de calculs qui essaye de décoder ce que vous êtes en train de faire. À gauche, il n'y a presque rien à faire. Quand vous montez l'interrupteur, la machine dit, bon, bah, il a monté l'interrupteur, je passe cette donnée de 0 à 1. À gauche, quand vous montez la main, l'ordinateur commence à interroger des dizaines et des dizaines, voire des milliers de choses. Il regarde par rapport à d'autres mouvements que vous avez fait avant, par rapport aux mouvements des autres. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais il faut avoir conscience de ça. Enfin, conscience. Plus c'est simple pour vous et plus c'est compliqué pour la machine. Donc, il y a une quantité de culture très importante là-dedans. Alors là, c'est là que je prends un peu des risques, parce que dramaturgie, je vais me jeter. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Je ne suis pas habitué à ça. Voilà. Alors donc, on a un objet technique qu'on a conçu, comme vous l'avez vu avant, avec de la culture scientifique, de la culture technique, de la culture artistique. Et puis, on va chercher quelqu'un qui a des choses à dire, envie de les dire, trouve pas le moyen de les dire, etc. C'est l'artiste que j'ai appelé l'inspiration. Et alors, ce que j'ai constaté toujours, et je vous dirai juste après pourquoi, à mon sens, c'est important, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place entre les deux. C'est-à-dire que si on met l'objet technique entre les mains de l'artiste, il ne se passe rien tant que l'artiste ne commence pas à mettre en place une technique propre d'utilisation de cet instrument-là. Je n'ai pas vu d'exemple dans l'atelier Art Science où ça ne se passe pas. Et cette technique-là, elle est extrêmement importante. À mon avis, c'est même la plus importante, celle de l'artiste. Et c'est en ça que, à mon sens, ça apporte un élément de réponse à ce qu'Antoine a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux transhumanisme dans lequel on dit que les ordinateurs vont devenir intelligents. Je vais m'expliquer juste après. Je prends 3 exemples d'artistes qui, pour moi, sont, dont un qui est Ezra, donc le beatboxer qui utilise le gant en bas à droite. Intéressant de ce point de vue-là. En haut, vous avez un pianiste russe qui est d'un niveau technique qui est tellement faramineux qu'on ne peut même plus parler de niveau de technique. C'est-à-dire que quand on l'entend, il se passe quelque chose c'est tellement renversant, c'est inhumain la façon dont il joue, donc on finit par l'oublier. Personne ne sort des concerts de Volodos en disant « Mon Dieu, quelle technique !» parce que ça n'a plus de sens. Et lui-même d'ailleurs dit, par exemple, quand il parle de Liszt, quand on pénètre véritablement l'univers de Liszt, les mots technique et virtuosité perdent leur utilité. Donc ça veut dire que quelque part la technique disparaît littéralement. Un chef d'orchestre qu'il avait écouté disait ce qui se passe avec Volodos, c'est que ce n'est pas lui qui monte le piano à la musique, il fait descendre la musique vers le piano. Ce que je veux dire par là, c'est que Zut, je suis revenu trop vite. Ah voilà, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Bon, on sait faire quelque chose là. Ce que je voulais dire, c'est que les 3 orbites dont j'ai parlé, il y a un sens. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la technique en elle-même ne permet pas de créer ce que j'oserais appeler, mais j'y connais rien, une émotion artistique. Il faut l'émotion artistique et la technique de l'instrumentiste pour aller chercher ce qui est capable de raconter la technique. Je n'ai encore pas trouvé la bonne touche là. Voilà. Au milieu, c'est Vangelis. Alors, s'il y a quelqu'un qui... Alors, oui, je dois redire ce que je viens de dire. Je pourrais le redire avec Vangelis ou avec Ezra. Ce que je viens de dire, c'est que... j'ai remonté mes orbites alors. Voilà. Ce que je viens de dire, c'est que s'il n'y a rien à dire, s'il n'y a pas quelque chose à dire, à ce moment-là, la technique ne se met pas en mouvement, quoi. La technique ne sert à rien tant qu'il n'y a pas quelque chose à dire. La technique en elle-même, moi, de ce que j'ai constaté en allant voir des artistes ou à travers l'atelier Art Science, n'est pas capable de produire du sens. C'est pour ça que le transhumanisme, quelque part, je vais aller très très vite, j'y crois pas. Dans la mesure où l'intelligence, on pourrait éventuellement, c'est autre chose de l'intelligence que peut-être la mise en route artistique, de l'émotion artistique. Mais enfin, pour moi, il y a une espèce de... Enfin, ça fonctionne que dans une direction. Il faut que l'artiste arrive et mette en mouvement la technique, l'objet technique, pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, il ne se passe rien, quoi. Et donc, les vrais artistes ont cette capacité à faire disparaître la technique. Quelqu'un comme Vangelis va assez loin et dit que lui, pour lui, la technique, c'est ce qui tue l'immédiateté du moment. Alors, ça paraît un peu délirant, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un, par exemple, qui refuse autant que possible, chaque fois qu'il peut, de rejouer un morceau. Parce qu'il dit, rejouer un morceau, c'est un mensonge. Il dit, un morceau ne peut exister que dans l'instant présent. Il a ces dizaines de synthétiseurs, ces dizaines de pédales autour de lui. Et il le dit lui-même, comme Volodos, la musique me descend dessus, je la joue. Une fois que ça a été fait, je ne vais pas la rejouer, ça sera un mensonge. Voilà. Donc, j'en termine avec Ezra, qui est dans le même type, me semble-t-il, pourquoi il est venu nous voir? Parce que la façon qu'il avait de travailler,
il avait des objets techniques qui, quelque part, venaient rompre l'engagement qu'il avait avec le public qui est autour de lui, avec lequel il communique par le regard, par la gestuelle, etc. Et il voulait trouver un objet qui lui permettait de garder ce contact. Et donc, c'est effectivement ça qu'il voulait préserver, et c'est à ça que sert l'objet technique. L'objet technique ne sert pas à être vu en tant qu'objet technique, il sert à l'artiste à garder le contact et du coup à permettre de prolonger son message. Enfin, c'est ma vision des choses. Bon, voilà. Alors, je vais revenir rapidement sur Bernard Palissy, parce que cet été, il m'est arrivé quelque chose, j'en parlais depuis quelques temps, Bernard Palissy, j'en avais même parlé dans le cadre de l'atelier, il m'arrive quelque chose d'un peu spécial. Je tombe sur j'entends parler du livre des tables de Victor Hugo. Donc, Victor Hugo a écrit le livre des tables à la fin ou pendant l'exil de 2 ans qui s'était imposé dans l'île de Jersey. Et c'est un livre qui relate les séances de spiritisme qu'il menait avec ses amis, sa femme, 3 ou 4 de ses amis. Et donc, je me procure ce livre et puis je commence à le lire. Et à un moment donné, je tombe sur une question où alors Auguste Vacry, c'est un des amis de Victor Hugo, ils sont 4 dans une séance de spiritisme, et il dit « Qui es-tu » Il demande « Quel est l'esprit qui est là ?» Et donc la table, elle fait boum boum et elle répond « Le drame ». Alors déjà, je me dis, tiens, c'est intéressant, moi je dois parler du drame, qu'est-ce qu'ils vont me raconter là-dessus, les esprits? Donc je vous passe quelques échanges. Et puis, approuves-tu, donc c'est Auguste Vacry qui demande au drame, approuves-tu la liste des poètes dramatiques qu'elle nous a donnée? Alors elle, c'était l'esprit qui était venu avant, c'était la tragédie. Juste quelques pages avant, la tragédie était venue. Et donc le drame répond, bah oui, j'approuve cette liste. Et dis-nous ce qu'elle entendait, la tragédie, par ce mot poète dramatique, producteur d'action. Tiens, on retrouve l'action dont je parlais tout à l'heure. Je lui dis, tiens, c'est rigolo ça. Je continue. Et après, on demande au drame, et qui aurais-tu ajouté à la liste de poètes dramatiques? Je tourne la page, et là, je tombe le cul par terre, je vois Bernard Palissy. Le voilà qui revient, le Bernard Palissy qui brûlait ses tables tout à l'heure. Et alors, on demande à Bernard Palissy pourquoi il a fait la vie avec la matière. Donc ça m'évoque ce que je viens de vous dire avant, quelque chose de cet ordre-là. Et pour finir, je me permets de citer les philosophes, parce qu'il faut... Les philosophes qui sont là me corrigeront si je les cite à mauvais escient, mais ça m'évoque Hegel qui lit... Alors j'ai découvert ça, moi, là, je ne suis pas spécialiste, évidemment, mais tout enfant qui joue est un artiste en puissance. Donc que ce soit Palissy, que ce soit etc. Enfin, voilà, il a fait la vie avec la matière. C'est un artiste tragique, dramaturgique. Enfin, vous emparez tout ça, vous direz ce que vous en pensez, quoi. Voilà, puis dernière question posée à l'esprit du drame, puisque tu as prononcé ce mot matière, dis-nous, toute matière est-elle animée? Oui. Voilà, alors, j'en ai presque fini, excusez-moi. Pour finir avec le 21e siècle, quand même, il y a des questions qui se posent. Et là, si j'essaie de faire un peu de devinologie, de futurologie, on en est à voir ces objets numériques qu'on fabrique, on en a par milliards. On a des acteurs par milliards qui les utilisent, puisqu'on a effectivement de l'ordre d'1 milliard de smartphones maintenant sur Terre. Et tous ces objets ont un champ à échelle de la planète. Demain, il va y avoir des objets par dizaines de milliards. Ça, c'est les résultats d'un institut de prospective sur quels sont les domaines où l'Internet des objets et des objets, excusez-moi, va pouvoir se déployer. Donc, ils ont des perspectives absolument démesurées. Et il y aura donc des dizaines de milliards qui vont d'objets. Enfin, c'est effectivement là que se dirige le business as usual dans lequel on vit. Donc, les ronds dans l'eau. Et là, encore, quelque part, je fais une petite référence à Hegel qui disait que l'enfant qui jette une pierre dans l'eau, justement, ce regard de vivre à travers ces ronds dans l'eau. Nos ronds dans l'eau sont devenus des ronds à l'échelle de la planète, des ronds dans les océans. Nos feux, et je pense à Palissy qui jouait avec le feu, ben maintenant nos feux liquéfient l'épaule. Et il y a quand même des raisons d'être préoccupé par tout ça. Donc en bas, parce qu'il y a des raisons scientifiques, c'est pas uniquement du baratin, mais là en bas, ce qui est indiqué, c'est l'équation de Kaya, qui est un scientifique japonais qui a introduit une manière macroscopique de réfléchir aux émissions de carbone. Depuis 4-5 ans qu'on travaille là-dessus, moi, j'ai pas réussi à trouver, à me convaincre de l'idée que la technique pourrait résoudre les problèmes auxquels on fait face, et qu'a évoqué un peu Antoine tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'un seul type de réponse, c'est ça, voilà. Donc je me livre à ça et ça fait du bien et ça a l'avantage d'être une occupation qui est vraiment extrêmement limitée en termes d'émissions de carbone. Voilà, je vous remercie. Je suis sûr qu'on a explosé le temps, je suis désolé, mais bon. Merci Dominique pour ce récit. C'est un récit finalement au pays des objets et de leur technique.
première petite question peut-être j'aimerais vous poser, c'est la question, vous avez employé l'un et l'autre, le terme c'est le contrôle. Au fond, le rapport de l'homme à son environnement, c'est bien l'arraisonnement de la nature, hein. C'est ce fameux geste de contrôle, de prise de pouvoir sur le monde environnant. Et la technique, évidemment, joue un rôle important là-dessus. La question du théâtre, c'est que justement, le contrôle, c'est pas sa question, quoi. Et je trouve que l'exemple de Beckett est évidemment très très bien trouvé, parce que ça montre bien une sorte d'inversion finalement de cette logique. Et c'est comme si du coup, sur la scène, l'objet se révélait pour ce qu'il est, et précisément pour ce qu'il ne montre pas dans la vie. C'est comme ça en tout cas que j'ai entendu votre intervention. Qu'est-ce que ça fait le passage d'un objet qui s'invente dans la vie, qui s'invente dans les conditions que vous avez dit, quand on le transporte, quand on l'importe sur la scène? C'est plus le même. Bon, je pense que je vais être incapable de répondre exactement à la question, mais je peux peut-être être plus précis sur le fruit un petit peu de ce travail engagé depuis quelques mois autour de l'objet. Donc ça fait un certain temps que je m'intéresse aux relations, aux objets théâtraux qui utilisent la technique, ce qu'on appelle encore abusivement au théâtre les nouvelles technologies, bref. Et en fait, l'idée d'aborder l'objet technique, c'était un peu de revenir à la base, de dire, on étudie beaucoup la question de la réception, la question des effets, etc. Mais moi, à un moment, pour continuer à comprendre cette façon de faire théâtre, j'ai besoin de revenir à des choses très très concrètes et finalement de me dire, ok, on met un écran, on met un moniteur télé sur un plateau, on met des capteurs, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement, matériellement, et du coup de renvoyer aussi à la question de l'interprète. Et ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches sur l'objet, c'est que plus j'avançais dans ma définition de l'objet, plus il était athéâtral ou non théâtral. Voilà, c'est-à-dire que déjà, il y a la question du corps. Cette question du contrôle de la commande, si on n'a plus qu'à faire ça, c'est pas forcément un geste hyper théâtral. Et j'ai encore le souvenir en 2008 de l'expérience de Lucille Calmel au Feu Théâtre Paris-Villette, dans le programme X-Réseau, qui passait 1h30 à faire de l'ordinateur sous nos yeux. Et ça engageait quand même un sacré paquet de questions sur ce qu'on était en train de voir, ce qu'on était en train de regarder. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les objets comme les ordinateurs, les téléphones, engagent des relations individuelles avec les gens qui les manipulent. Du coup, c'est pas forcément propre à tisser une relation qui est celle, normalement, qui est le propre de la relation théâtrale. Bon bref, et du coup à chaque fois je trouvais un nouvel élément de définition de l'objet, je me disais mince, c'est encore un truc qui cadre pas avec la relation théâtrale et avec ce qu'on peut dire aujourd'hui du théâtre. Donc j'ai pas de réponse précise, mais je pense vraiment, c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il y a une distinction à faire entre les objets dont nous a parlé Dominique, où on a un savoir-faire technique qui va se mettre au service d'une expérience artistique, et l'exemple d'Esra est tout à fait significatif, c'est-à-dire à un moment il vient chercher un savoir-faire pour améliorer sa performance scénique. Et évidemment ils vont en plus créer quelque chose qui engage la main et qui est un des outils même du beatboxer. Après, moi, je rêve d'une pièce de théâtre avec le gant interactif. On déclencherait les personnages un par un en appuyant juste sur les capteurs. Donc, il y a ça d'un côté. Et puis, de l'autre côté, c'est cette histoire vraiment des objets importés. Qu'est-ce qu'on fait d'un portable sur une scène? Qu'est-ce qu'on fait d'un téléphone? Qu'est-ce qu'on fait d'un moniteur télé? Le Wooster Group, depuis les années 70, s'intéresse à cette question. Voilà, j'ai tout à fait perdu ma direction, mais... Moi, j'aurais une question, parce que vous avez tous les deux employé le mot augmenter. Et moi, c'est un mot avec lequel je ne suis pas totalement à l'aise. Et je voulais savoir comment vous voyez ça. Oui, j'aurais préféré ne pas l'utiliser, en fait. Enfin, bon, quand j'ai préparé ça, d'abord, je l'utilise en général pas. Et quand j'ai préparé ça, cette présentation, ça ne m'est pas venu. Et puis en fait, je l'ai repris parce que je l'ai entendu. C'est toi qui l'as dit. Mais non pas qu'il faille ou qu'il faille pas, mais
enfin, je ne vois pas en quoi ce qu'on fait aujourd'hui augmente ni plus ni moins que le crayon ou la lentille dont je parlais avant, ou même le bout de bois avec lequel l'homme préhistorique travaillait. Donc, à mon sens, effectivement, enfin, bon, voilà, j'ai rien de plus à dire, mais cette augmentation, je suis assez d'accord avec toi. Ça me paraît, je ne suis pas très convaincu par ce terme. Après, je pense que ça correspond à quelque chose d'un petit peu basique au théâtre, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, en tout cas, dire que le comédien est augmenté, c'est simplement dire qu'il a la possibilité, via les objets techniques, de dépasser les limites physiques de la cage de scène. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire introduire des images d'ailleurs ou introduire des nouvelles temporalités sur la cage de scène, c'est une façon de l'ouvrir, de dépasser les limites physiques, matérielles du plateau, de l'ici et maintenant, et c'est en ça qu'il est augmenté. Voilà. À quelque chose de très précis, pas forcément idéologique. On a cherché avec Ezra un autre terme, parce que le workshop qu'il a fait là, au début de la Biennale, c'est un workshop sur le papier augmenté. Et ouais, moi, j'étais pas bien à l'aise avec ça. Et finalement, si on suit ta définition, elle va pas avec l'idée du papier augmenté, parce que le travail qu'il a fait n'était pas un travail sur un papier qui va chercher de l'information ailleurs que ce qui est en train de se passer là. Donc il faut trouver. Si vous avez des idées... Il y a une question là, juste devant. On peut passer le micro. Oui, Thierry Ménissier, philosophe. Donc Dominique, tu m'as regardé quand tu as parlé de Hegel. Alors excuse-moi, je me suis senti effrayé, mais en fait j'ai simplement une question et une remarque. La question, elle concerne l'usage que vous faites, parmi d'autres, mais c'est une question qui me vraiment, enfin j'ai envie de la poser. Vous parlez d'objets techniques, mais il me semble que d'abord on est depuis longtemps dans la technologie et plus dans la technique, ce qui est lié quand même, hein, évidemment, c'est ce que je vais aussi dire, il y a une continuité, et puis on n'est plus dans l'objet depuis longtemps, la vision objectale, on est dans le dispositif, voire dans la disposition. Donc j'ai envie de vous dire, d'une manière non naïve, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps, pourquoi objet technique plutôt que disposition ou dispositif, tout simplement technologique, sachant que ces derniers, disposition ou dispositif, sont toujours, mais toujours, sociaux. On est toujours dans un rapport social, qui soit plus ou moins réflexif, c'est une autre question. Alors il est très réflexif dans un usage dramaturgique. Vous voyez, donc c'est des questions qui nous emmènent loin. Et puis juste une remarque, mais il y a longtemps qu'on est augmenté, Antoine. Alors le transhumanisme est bien utile, notamment ici, pour nous fournir une sorte d'horizon dont on aurait peur. Enfin, il y a très longtemps qu'on est augmenté. Enfin, faut pas... L'augmentation, elle est liée à des outils, puis à des machines, puis à des machines de plus en plus automatiques. Alors que ça nous fasse peur, c'est une chose, mais il faut peut-être sortir aussi de cette idée qu'il y a une essence de l'homme qui serait ipso facto donnée. L'homme, il s'est toujours augmenté dans ses dieux, dans ses rituels, dans ses objets, non, il me semble. Mais c'est des questions de philosophe. Hein, Micro, je ne sais pas s'il y a un autre micro, qu'on évite les... Ah voilà, il y en a un là. Oui, réponse de Julie. Ouais, simplement, évidemment, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire. Hein, enfin, l'expression même d'objet technique engage tout un tas de problèmes théoriques et notamment philosophiques quant à sa nature et qu'est-ce qu'un objet technique et est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'objet technologique ou même d'appareil, je ne sais pas. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose que j'ai totalement élucidé là et qui demanderait beaucoup plus d'éclaircissement. Après sur la question du dispositif, on est justement précisément tellement dans le dispositif et dans les études théâtrales, on ne parle absolument que de ça depuis une petite dizaine d'années. J'ai bien dit que pour moi cette idée de m'intéresser à l'objet technique c'était un stade de pensée, un moment de me dire j'ai besoin de revenir à quelque chose de basique pour réfléchir, continuer à... Et il me semble que faire focus sur l'objet au sein du dispositif et plus seulement penser en termes de réseau, de relations, etc., m'aider à avancer un petit peu dans ce décryptage de ces formes contemporaines. Et l'enjeu, c'était aussi refaire le focus sur le comédien, sur l'interprète et sur la façon dont il s'empare de ça et sur la question de son apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... que j'ai relevé dans ce que tu as dit, la nécessité que l'artiste développe une technique de manipulation de l'objet. Voilà. Il y a une question là. Oui, enfin, ce n'est pas exactement une question, c'est aussi un prolongement de ce qui a pu être dit et évidemment un prolongement interrogatif. J'ai beaucoup été intéressé... Pardon ? Tu te présentes ?
Oui, Jean Caunes. J'étais professeur à l'université Stendhal en sciences de la communication et en études théâtrales. Et d'ailleurs, c'est sur ces deux dynamiques que j'aimerais vous interroger. Première remarque sur l'intérêt de ce colloque dans son titre et aussi l'ambiguïté. Mais on en sort on sort de l'ambiguïté pas à ses dépens. Donc ça me paraît important de réinterroger la notion de théâtre. Parce qu'au fond, elle est polysémique. Il y a d'abord le théâtre comme dispositif, c'est-à-dire comme un espace organisé qui permet un certain type de relation entre la scène et la salle. Et au début, Bruno, vous remarquiez qu'on n'était pas dans un bon dispositif ici pour ce qui est de la relation, de dialogue, de verbalisation. C'est évident, mais on n'est pas non plus dans un théâtre, encore que le dispositif théâtral, il est là, la scène est allumée, la salle est éteinte, etc., etc. Donc ce qui m'a intéressé là, c'est cette ambiguïté. Le théâtre comme un espace où scène et salle sont à la fois séparées et en relation, et c'est souvent cette relation qu'il faut dépasser. Chez Brecht, c'est dépasser la fosse d'orchestre. Et puis le théâtre comme art de la représentation, où un acteur met en drame, avec des paroles et des mouvements, dans un espace et dans un temps, pour opérer des effets immédiats et différés. Notion philosophique qui vient de chez Politzer, qui a été développée par Deleuze sur la dramatisation. Très simple, un drame, c'est une action qui se développe avec un début et une fin. Et dans l'exemple que vous nous donniez, formidable, du spectacle de Lepage, on voit bien que ce temps-là, il peut être différé selon les dramaturgies, les singularités. Je voudrais juste donner un exemple. Vous avez parlé de ce spectacle de Lepage, que j'ai malheureusement pas vu. Je suis content qu'on puisse aller le voir. Il y a eu un premier spectacle de Lepage qui a d'ailleurs été présenté à l'Hexagone, Antoine, du temps de Maurice Jourdaud, qui était formidable, qui s'appelait L'opium et l'aiguille, qui était un travail formidable de Lepage, extrêmement simple, où il utilisait des objets techniques, mais extrêmement simples, qui permettent des projections. Et j'en arrive à ma deuxième remarque sur l'objet, sur le mode d'existence de l'objet technique. Alors évidemment, les philosophes ou les autres reconnaîtront à travers cette référence le livre majeur de Simondon. Mais pour en revenir à l'objet technique sur la scène, parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans vos exemples, comment un objet technique intervient pas tellement dans l'interprétation, mais dans la mise, dans la dramatisation, qu'elle utilise des mots, du texte ou de l'improvisation. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut remplacer alors la question de l'usage, de la logique d'usage de l'objet, parce que dans un objet technique, comme Simondon le fait remarquer, l'objet intègre des valeurs culturelles. L'objet est aussi un dispositif qui intègre des fonctionnalités. Lorsqu'on met, me semble-t-il, l'objet technique sur la scène, il devient plus qu'un accessoire, vous l'avez signalé, il devient peut-être un instrument. Un instrument permettant le travail de l'acteur, qui n'est peut-être pas forcément une interprétation, mais qui est une dramatisation. Et donc, il faudrait peut-être remplacer cette logique de l'usage, qui est en partie intégrée dans l'objet, par la pratique d'un objet dans un travail de relation avec la salle. Et ça change alors complètement que ce n'est pas la même chose que d'avoir un téléviseur sur une scène de théâtre qu'on allume et qu'on éteint, ou d'avoir un magnétophone sur lequel on agit sur pour produire des effets. Et donc, il me semble que c'est dans cette direction-là que l'analyse de la présence et du mode d'existence de l'objet sur la scène de théâtre peut être examinée avec juste, pardonnez-moi d'avoir été long, on n'est pas forcément obligé d'avoir une scène pour faire théâtre. Et on peut avoir des scènes où il ne se passe pas de théâtre, même si on croit qu'il s'en passe. Lorsqu'on joue frontalement en déblatérant un texte sans se préoccuper de ce qu'il produit dans sa mise en action, on est sur un théâtre, sur une scène, mais on ne fait pas théâtre. Et il me semble que la question, c'est qu'est-ce que serait faire théâtre au XXIe siècle ? C'est pas simplement utiliser des objets techniques en les détournant de leurs usages quotidiens, c'est peut-être inventer de nouvelles relations. Merci. Réaction de Julie. Voilà, je voudrais simplement ajouter, pour revenir encore à cette histoire d'objets techniques, et merci de m'y avoir reconduite,
évidemment, la question même de l'objet au théâtre, dans l'histoire du théâtre, engage toute une filiation et une réflexion particulière. Et c'était aussi un peu le sens, l'envie de cette recherche, c'était de dire le théâtre d'objet est une partie importante maintenant de la production théâtrale contemporaine qui s'est développée dans les années 60 et qui a engagé ces 2 dernières décennies de très nombreuses études, dont celle remarquable de Jean-Luc Matteoli sur la question de l'objet pauvre au théâtre. Et j'avais envie d'essayer de m'emparer de ces études sur l'objet, sur ce qu'est un objet, une chaise, une bouteille sur une table, et de voir s'il y avait des résonances possibles avec les objets technologiques. Sur la question de l'instrument, elle est aussi très importante. Et ça, c'est encore une chose que j'ai pas réussi à explorer parce que je manque de points d'attache du côté de la musicologie notamment, sur la question, l'étude des relations qui s'engagent entre un instrumentiste et son instrument. Et je pense que là, il y a vraiment un petit peu un angle mort, j'ose dire, de la pratique théâtrale, et qu'on n'encourage pas suffisamment les acteurs à considérer leur corps comme un outil ou comme un instrument, et que du coup c'est de là que vient aussi en partie souvent le manque d'inventivité et de relation à l'objet, et notamment à l'objet technique. Donc cette question de l'instrument, évidemment, elle est très importante, et elle rejoint le gant d'Ezra. En fait, Ezra, le gant, c'est son instrument, et voilà, il a véritablement cette relation-là à l'objet. Juste un dernier mot pour dire que cet échange-là, moi, ce que je vois quand on est à l'atelier Art Science, et je vois comment les ingénieurs travaillent sur les objets qu'ils sont en train de fabriquer, il y a toujours le mythe pour le public de l'objet qui serait transparent, qui ne supposerait aucun apprentissage. Et on le voit par exemple avec ce que Graham a pu développer à Lyon avec le smartphone, avec comment ça s'appelle, Faust, c'est ça le dispositif, où finalement il y a besoin d'avoir un apprentissage, même avec un outil comme le smartphone, qui paraît apparemment intuitif. Il n'empêche qu'il y a un moment donné, il faut prendre du temps pour se poser face à l'objet et travailler la pratique, ce que tu disais, Jean, et ce rapport-là qu'on n'arrive pas forcément toujours à intégrer dans leur construction. Mais juste sur la question de la relation aussi, c'était intéressant puisque c'était ce que vous évoquiez. Je voudrais juste citer une remarque que m'a faite une artiste qui travaille beaucoup avec les objets et qui est une danseuse plutôt à la base et qui a fait tout un solo avec un ordinateur portable. Elle me disait, une fois qu'on a intégré les contraintes techniques assez lourdes de la manipulation d'un ordinateur en scène, l'imprévisibilité, parce qu'on ne sait jamais réellement si ça va marcher, l'extrême rigueur et l'extrême précision à laquelle on ne peut pas échapper, parce que si je ne fais pas le bon mouvement, ça ne déclenchera pas la bonne chose, etc. Elle m'a quand même dit, c'est le support d'une relation avec le public tout à fait particulière. Alors que voilà, on pourrait imaginer que ça agit aussi comme une sorte d'écran en fait, et comme une façon pour l'acteur d'être seulement dans la relation avec l'objet, et du coup plus dans cette relation-là. Et en fait, non, vraisemblablement, pour elle, c'est le support, le vecteur quand même d'une relation tout à fait singulière avec le public, qui va trembler autant pour l'objet que pour elle. Et enfin, après, je veux pas trop, enfin, je sais pas comment elle expliquerait ça précisément, mais je trouvais ça intéressant quand même. On va. Alors très 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 rapide parce qu'on a un timing. Non, alors plutôt après. On va avoir une discussion générale, mais je voudrais qu'on garde à peu près quand même notre planning.